Salut à tous. Ah, je prononce le S de tous dans cette situation parce que tous, dans ce cas, signifie tout le monde. Alors, exceptionnellement, on prononce le S. Dans les autres cas, par exemple, tous les jours, je ne prononce pas le S. Bref, alors l'objectif de aujourd'hui, c'est double. Premièrement, nous devons avoir une immersion avec la langue française pour progresser. Et deuxièmement, enrichir nos connaissances avec un sujet passionnant parce que nous mémorisons plus vite dans ces situations. Du coup, alors, nous allons parler d'un événement historique, passionnant, très important en France, dans le monde entier et qui continue à être important aujourd'hui. C'est la Révolution française. Concentre-toi. C'est parti. Liberté, égalité, fraternité. Alors, cette révolution française a la date de 14 juillet 1789. 7, 8, 9. Facile à mémoriser. Et vous pouvez voir l'image de la capture de la Bastille à cette date, qui est une prison. Et à cette époque, c'est un symbole de la monarchie. Cette forteresse a été complètement détruite et aujourd'hui remplacée par cette colonne à Paris, à la station de métro Bastille, avec cet ange de la liberté. Avec le zoom, on peut voir qu'il a une chaîne dans sa main. Cette chaîne brisée représente la liberté. Alors, quel est le contexte de cette révolution? Avant la Révolution, les Français étaient divisés en 3 groupes. On peut voir le clergé, qui est une institution religieuse, la noblesse, qui est héréditaire, et tout le reste de la population. On appelle ça le tiers-état. Ce sont les gens normaux, les ouvriers, vocabulaire, urbains et les paysans. Donc, c'est la grande majorité de la population. Alors, légalement, les 2 premiers groupes, le clergé et la noblesse, profitent de beaucoup de privilèges. Notamment, spécialement, ils sont exemptés de taxes. Alors, plus de détails concernant le premier groupe, le clergé. Il est composé de fonctionnaires, officials, donc les fonctionnaires de l'Église, church catholique, c'est le pape, cardinal, prêtre, etc. Le deuxième groupe, c'est la noblesse. La noblesse veut une plus grande influence politique pour elle-même, mais rien pour le tiers-état, à l'exception de quelques personnes libérales. Voilà. Et vous pouvez voir sur cette image que les nobles utilisent des chaussures avec talons et aussi des collants. Donc, c'est vraiment un style différent à cette période. Enfin, le tiers-état, on peut voir ici la caricature de cet homme qui est le tiers-état, c'est-à-dire les personnes normales
Ça, c'est une image de l'époque de la Révolution française, représente le tiers-état comme une personne enchaînée qui porte sur son dos le clergé et la noblesse. Donc, c'est une situation avec beaucoup d'inégalités, une crise sociale, parce que les deux premiers groupes représentent 2% de la population privilégiée. Le reste de la population, c'est 98% non privilégiés. Crise sociale énorme. Alors, la crème de la crème, le top du top, c'est la royauté française. La famille royale habitait dans le luxe au château de Versailles, construit par un roi, vocabulaire très fort, qui est Louis XIV, appelé aussi le roi Soleil. Ça, c'est une image de la Galerie des Glaces à Versailles que vous pouvez visiter. Alors, de la même famille, après Louis XIV, nous avons Louis XVI. Louis XVI, c'est le roi pendant la Révolution française, avait un bon cœur, mais pas beaucoup de charisme. C'est un roi faible. Il hésite beaucoup pour punir les révoltes. Ce n'est pas un grand leader. Il est un peu flexible et il n'est pas très autoritaire. C'est un peu paradoxal et triste parce que il va être condamné à cause de ça. Alors, sa femme, Marie-Antoinette, jusqu'à la Révolution, est totalement irresponsable et elle profite de ses avantages, de ses privilèges. Elle est considérée comme une femme très 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 belle, la plus belle femme du monde. La peinture, l'image ne montre pas bien cette beauté, mais apparemment, quand Marie-Antoinette marchait dans Versailles, tout le monde était charmé par sa grâce, son agilité, sa vivacité, etc. Mais voilà, elle dépense beaucoup d'argent dans des nouvelles robes, des bijoux, joailleries, et sa maman dit qu'elle devrait lire plus de livres parce qu'elle ne connaît pas bien la France. Elle devrait s'intéresser au peuple plus. Le problème, c'est qu'elle connaît juste Versailles, le château personnel qui s'appelle le Trianon, sa propriété, et l'opéra. Donc c'est un triangle comme ça, presque toute sa vie. Alors, les folies Madness de Léonard, un des coiffeurs préférés de Marie-Antoinette. Voilà l'extravagance de Marie-Antoinette. Vous imaginez, je veux que mes cheveux ressemblent à un bateau. C'est demandé, c'est fait. Alors, pour le plaisir, quelques photos du palace de Versailles qu'il est possible de visiter. Versailles, juste à côté de Paris, accessible avec le métro. Puf. Très beau jardin. Nous continuons avec le contexte parce que juste avant la Révolution française, nous avons le siècle des Lumières. C'est le mouvement des philosophes pour promouvoir, développer les connaissances de tout le monde, de tous. Pour cette raison, ça s'appelle le siècle des Lumières parce que l'objectif est de surpasser l'obscurantisme avec l'encyclopédie, l'éducation, la culture, etc. Voilà, entre autres,
des personnes importantes de cette période, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau et Voltaire, qui participent au mouvement des Lumières. Alors, avec ces idées nouvelles, il y a une période aussi de manifestation avec la conscience des injustices. Il y a aussi des longues queues pour recevoir du pain. C'est une crise économique et financière. Résultat, Louis XVI convoque les 3 groupes, clergé, noblesse, tiers-état, pour une grande convocation, la première depuis 150 ans. L'objectif de cette convocation du roi est de trouver des solutions à la crise. Il y a 1200 participants, plus ou moins 600 personnes de tiers-état, 300 personnes de la noblesse et 300 personnes du clergé. Mais en fait, les décisions ne sont pas votées par tête, par personne, mais par groupe. Donc, il y a juste 3 votes. Le vote du clergé, de la noblesse et du tiers-état. Et toujours, systématiquement, le tiers-état perd contre l'alliance du clergé et de la noblesse. Alors, dans cette réunion, Louis XVI annonce les efforts qui vont être réalisés, mais cette réunion se passe très mal. Les réformes annoncées par le roi ne sont pas satisfaisantes pour le tiers-état. Alors, le roi ferme la réunion, mais le tiers-état veut rester dans cette salle pour continuer les réclamations et les gardes du roi expulsent tout le monde. Alors, les 600 députés décident d'aller à côté, à proximité, dans cette grande salle qui est une sorte de terrain de tennis parce que la colère est très grande. Et dans cette réunion, ils décident la création de l'Assemblée nationale avec un serment important, c'est-à-dire une promesse formelle de ne pas se séparer avant d'écrire une nouvelle constitution plus égalitaire. Nous pouvons voir sur cette image, cette peinture, que toutes les personnes lèvent la main pour la promesse, le serment, et cet événement est un grand changement. C'est une grande séparation avec la monarchie. C'est une vraie décision de rupture. Beaucoup de choses en parallèle arrivent. Plusieurs événements, notamment, spécialement, la bravoure des femmes parisiennes. Alors, il y a une grande faim à Paris. Des milliers de femmes vont à Versailles pour crier et exprimer leur détresse au roi. Elles arrivent devant les barrières du château après 4 heures de marche sous la pluie. Et oui, aujourd'hui, il y a le métro, mais à cette époque, pour aller de Paris à Versailles, c'était quelques kilomètres et ça prenait 4 heures. Alors, une première confrontation commence en jetant des pierres sur les gardes de Versailles. Puis, touché émotionnellement par la détresse des Parisiennes, Louis XVI accepte de distribuer de la farine dans la capitale. Alors, les femmes repartent à Paris rassurées. Elles crient « Vive le roi !» Alors, à cette période, il existe une petite
histoire qui dit que Marie-Antoinette a dit « Nous pouvons les laisser manger du gâteau sur le buffet s'ils ont faim. Let them eat the cake. » Et bien sûr, c'est un scandale de dire ça parce que ça représente l'incompréhension totale, la déconnexion totale de Marie-Antoinette avec son peuple, sa population. C'est comparable à une autre situation où le peuple dirait « Nous n'avons plus de riz » et le gouvernement répondrait « Alors, mangez de la viande ». Apparemment, cette phrase scandaleuse de Marie-Antoinette est juste un mythe. Elle n'a sûrement pas dit ça, mais en tout cas, elle était déconnectée de son peuple. Voilà le jour J, le jour important, la prise, la capture de la Bastille. Pourquoi la population décide d'attaquer la Bastille? En fait, les enjeux, stakes, sont très grands, car la Bastille représente le symbole royal, mais surtout, toutes les munitions en grande quantité sont stockées ici. Alors, c'est un événement de grande violence parce que il y a juste 100 soldats qui défendent la Bastille, mais les attaques commencent et rapidement, il y a déjà 100 morts dans la population révolutionnaire contre juste 3 soldats de la forteresse. Mais les attaquants continuent. Et le gouverneur de la Bastille est très surpris par cette détermination, cette persévérance de continuer le massacre. Et il est un diplomate. Il veut négocier une paix. Il veut autoriser les révolutionnaires à pénétrer avec la promesse de non-violence. Mais c'est terrible parce que la foule entre et commence à provoquer, peut-être à cause de la colère et des 100 révolutionnaires qui sont déjà morts. Il provoque et accuse le gouverneur, commence à le frapper et il le tue. Il coupe sa tête et positionne sa tête en haut d'une pique. Désolé pour cette image de violence, mais c'est pour comprendre le contexte de cette période. Les gens ont faim, les gens meurent tout le temps. Les conditions de vie ne sont pas tolérables et la qualité de vie est très différente comparée à aujourd'hui. Alors, nous avons les armes, nous avons les munitions, nous avons suffisamment de gens pour former une armée de soldats. Mais il y a un problème. Qui va commander? Qui sera le général? En fait, bien sûr, toutes les personnes avec une expérience militaire sont royalistes, avec le roi, travaillent pour le roi. Et les révolutionnaires, l'Assemblée nationale, ne veut pas donner le contrôle de l'armée à un royaliste. Alors, comment faire? Eh bien, en fait, il existe un homme de l'aristocratie, mais qui est révolutionnaire en faveur de la population. Cet homme s'appelle Lafayette et il a beaucoup d'expérience comme général parce que dans le passé, il a donné son temps, il a donné son argent et il avait un rôle très important dans la guerre d'indépendance des États-Unis. Il a
aider les Américains contre les Anglais pour obtenir l'indépendance du pays. Alors, il est considéré comme un héros en Amérique et en France. Depuis le début, il a voulu participer au changement et il va devenir le grand général de l'armée, la garde nationale. Avec la Révolution, nous avons la déclaration des droits, the rights, de l'homme et du citoyen, citizen, de 1789, oui. Les hommes naissent libres et égaux dans leurs droits, la liberté, la propriété, la sécurité et la résistance à l'oppression. Autre article important, la loi est l'expression de l'opinion générale. Tous les citoyens, citizens, ont le droit de participer personnellement à l'élaboration de la loi. Donc, le pouvoir pour la population, pas de droit héréditaire. L'histoire continue, le retour du roi à Paris, donc sous la pression de la garde nationale avec Lafayette, le roi accepte également de retourner à Paris avec sa femme et ses enfants. C'est la dernière fois que le roi voit Versailles. Nous arrivons à l'erreur du roi, c'est la fuite, escape. Il essaye de s'échapper, bien que, though le roi ait accepté la nouvelle constitution, il ne voulait pas accepter toutes les réformes. La diminution du clergé, de la religion, la structure de la France, et a décidé de s'échapper du pays pour rejoindre une armée royaliste. C'est une trahison. Le 20 juin 1791, le roi et sa famille partent en voiture pour la frontière. Alors, c'est un peu stupide parce qu'il utilise une grande voiture de voyage de 6 personnes avec 6 chevaux. C'est l'équivalent d'une Rolls-Royce ou une très belle Mercedes d'aujourd'hui. Donc, les historiens considèrent que c'était un peu stupide pour être discret. Alors, le roi était déguisé en servant, en serviteur, et son fils portait une robe de fille. C'est extraordinaire. Cette histoire est un vrai roman. Mais au village de Varennes, à la frontière, il a été reconnu et finalement arrêté. Alors ça, c'est une grande erreur du roi, c'est un crime parce que la tentative de partir et de collaborer avec les royalistes des autres pays d'Europe, c'est un grand crime pour la France, pour l'Assemblée nationale, parce que, bien sûr, la Révolution française, c'est une grande dispute entre les royalistes et les révolutionnaires de toute l'Europe. Alors, tous les rois des autres pays, Espagne, Angleterre, Italie, essayent de collaborer avec le roi de France pour reprendre le pouvoir. Alors, on a trouvé dans la chambre du roi des communications de collaboration avec l'ennemi extérieur. Ça, c'est une image de l'arrestation de Louis XVI à Varennes, proche de la frontière, et nous arrivons au jugement de Louis XVI. Petit à petit, les révolutionnaires modérés laissent la place à une république radicale. Alors, il y a la décision de juger Louis en justice pour ses crimes. Bien que sa culpabilité est prouvée,
la collaboration avec l'ennemi, il y a eu un véritable débat républicain sur la question de savoir si le roi doit être tué. Est-ce qu'il est possible de tuer un roi? Et je vous demande, vous, votre opinion. Qu'est-ce que vous votez? Est-ce que vous votez pour l'exécution du roi ou non à l'exécution? Ou peut-être vous ne savez pas. Le problème, c'est que le roi vivant, live, est une menace car il représente un risque d'attaque extérieure pour rétablir le pouvoir royaliste. Donc, en prison, il représente un risque. En plus, à la première opportunité, il a collaboré. Le résultat du vote, c'est ça. Le 23 janvier 1793, exécution de Louis Capet qui arrive à la guillotine, place de la Concorde. Place de la Concorde sur la avenue Champs-Élysées. Place de la Concorde est ici, à l'extrémité. Juste avant la guillotine, Louis dit « Je pardonne aux personnes qui sont responsables de ma mort. » C'est impressionnant, l'intégrité de cet homme jusqu'à la fin. Alors, nous continuons. Le docteur Guillotin, voilà une image. Veux-tu être mon ami sur Facebook? Alors, en général, il existe une association négative concernant cet homme, le docteur Guillotin, parce que nous pensons qu'il a inventé la guillotine. Mais non, en réalité, il ne voulait pas donner son nom à la guillotine. Le docteur Guillotin a juste exprimé avec répétition dans les réunions de l'Assemblée nationale que les exécutions traditionnelles sont vraiment horribles. Alors, il veut éviter, avoid, les tortures inutiles pour les personnes condamnées. En plus, à cette époque, il est fréquent que les décapitations échouent, fail, avec la première tentative. Donc, le docteur Guillotin argumente pour changer ce système barbare. Et il a participé au design de la guillotine, un peu, parce que à cette époque, ça représente une invention moins terrible concernant la souffrance. C'est bizarre parce que, en même temps, en général, le gouvernement recommande aux personnes de venir assister aux exécutions et même aux tortures pour décourager les personnes de faire un crime, une rébellion, etc. Bref, le règne de la terreur commence. En fait, c'est une nouvelle dictature qui commence. Depuis avril 1792, la France est en guerre extérieure contre les monarchies européennes en coalition. En guerre à l'intérieur aussi parce que les révolutionnaires cherchent, accusent les royalistes modérés et radicaux de manière très large pour exécuter toute la population royaliste. C'est une période extrêmement violente avec beaucoup d'exécutions. Ah, une parenthèse. Aujourd'hui, il existe beaucoup de monarchies en Europe avec un roi. La Belgique a un roi, le Danemark, l'Espagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suède, l'Angleterre. Bien sûr, aujourd'hui, il donne principalement un pouvoir symbolique, représentatif, limité. Car avec la Révolution française, toutes les familles royalistes abandonnent une partie du pouvoir pour la population pour éviter l'exécution. Allez,
nous allons finir juste 3 slides en plus avec la personne la plus importante de la Révolution française qui s'appelle Maximilien Robespierre. Il est aussi appelé l'incorruptible parce que il a un détachement des plaisirs terrestres. Il n'a pas de femme, pas d'amis. Une citation de Robespierre est « La terreur est juste, la justice prompte, sévère et inflexible ». Alors, il ordonne, il commande l'exécution aussi d'autres députés de l'Assemblée nationale. Exemple, Danton, qui est un autre politicien très important de cette période. Voilà, donc Robespierre, il est la figure numéro 1 de la direction du pays et il fait le maximum possible pour simplifier les exécutions pour l'intérêt public. Finalement, la dernière victime du règne de la terreur, même les radicaux, les partisans de Robespierre, arrivent à penser qu'il faut arrêter la terreur. Tout le monde se sent menacé par Robespierre. Tout le monde en a assez, has enough. Et un député, Cambon, dans une réunion, déclare « Il est temps de dire toute la vérité. Un seul homme paralyse la volonté du système. Et cet homme, c'est Robespierre. » Alors, ils ont voté son exécution. Robespierre est arrêté et envoyé à la guillotine le lendemain. C'est la dernière victime du règne de la terreur. Mais la continuation du gouvernement est laborieuse et anarchique. Conclusion, Napoléon Bonaparte arrive et le peuple accepte volontiers le coup d'État de Napoléon Bonaparte en 1799. Alors, la grande aventure napoléonienne commence. Et ça, c'est une autre histoire extraordinaire. Alors, s'il te plaît, n'hésite pas à m'envoyer un commentaire concernant cette vidéo. En plus, c'est une bonne pratique d'écrire un petit message en français. Les erreurs sont bienvenues. Merci et à la prochaine pour peut-être une vidéo sur Napoléon Bonaparte. Salut!